Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes dans la salle, mais aussi si vous nous suivez virtuellement. Bienvenue à cette table ronde sur Cosmos DB. Alors, je suis accompagné de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter en deux mots? Oui, bonjour, je suis directeur technique à Selenza sur la partie cloud et je m'occupe de la mise en place de la plateforme chez nos clients à Selenza. Ravi de t'avoir pour cette table ronde et ravi de t'avoir en physique. Oui, c'est vrai, Ça faisait ça fait du longtemps. bien. Exactement. Je m'appelle Christopher Maneux, je suis Cloud Advocate et je suis sur la partie data. Donc ça tombe bien pour le sujet Cosmos DB. Alors tout d'abord, si vous êtes dans la salle ou si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra répondre même aux questions qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas à les poser. Alors, Cosmos DB, c'est finalement un des services Azure qui n'est pas forcément le plus connu, ou en tout cas en tant que dev ou analyste, on va pas forcément, on passe un peu rapidement sur les services, on voit Postgre, Azure SQL, etc. Mais on passe très rapidement sur Cosmos DB, alors que c'est un service qui est assez exceptionnel, assez unique. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je suis à la base un développeur. J'ai fait du .NET depuis .NET 2 et on a un peu l'habitude, quand on dit base de données, on est mentalement fait pour penser SQL Server, base relationnelle, et donc on n'a pas forcément la mentalité d'aller voir d'autres modèles. Et Cosmos DB, contrairement à SQL Server, c'est plusieurs modèles. On parle surtout du modèle documentaire, mais on a le modèle table, on a le modèle colonne ou même des modèles graphes. Et donc, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de manipuler quand on est développeur .NET parce qu'on travaille surtout avec des bases relationnelles. Alors pour autant, même si on est habitué à faire du dev avec des bases de données relationnelles, on a quand même quelques repères. On peut exécuter des requêtes SQL, Tout à fait, même ouais. si c'est très différent la manière dont ça se réalise derrière. Mais bon, on n'a pas non plus tout à réapprendre. Parmi les caractéristiques qui sont assez uniques dans le monde des bases de données, il y en a une, c'est le SLA, le Service Level Agreement. On a l'habitude sur les services cloud d'en parler pour la disponibilité, c'est-à-dire la garantie que vous fournit le fournisseur de service sur quand est-ce que votre service sera up et le temps d'indisponibilité. Mais il y a plus que ça sur Cosmos DB. Oui, alors le gros avantage, c'est que Cosmos DB nous garantit un temps de réponse. Donc c'est assez impressionnant, quelle que soit la taille de vos données finalement, que vous ayez 10 mégas ou 20 Tera dans votre base. Je crois que Cosmos DB nous garantit une réponse à moins de 10 millisecondes pour une lecture sur un type de document. Donc c'est vraiment exceptionnel. Ça vous garantit finalement, si vous connaissez le temps de réponse de vos services et de votre code, de savoir quel est le temps de réponse global à vos clients avant même que vous ayez commencé à développer l'application. Et donc déjà imaginer les SLA pour vos clients. Donc c'est vraiment énorme comme fonctionnalité. Ça, je pense qu'on ne se rend pas bien compte de. Parce que quand on utilise en tant que dev son serveur SQL en local ou son PostgreSQL en local, on a en général des temps de réponse qui sont assez corrects. Le garantir sur un service cloud qui est à l'échelle, qui peut supporter des millions d'utilisateurs, Ouais, c'est c'est. assez impressionnant, surtout comme tu dis, c'est à l'échelle, c'est globalement distribué, ce qui fait que via le portail, on va pouvoir créer des instances dans plein de régions et Cosmos va aller automatiquement prendre la région la plus proche de soi en lecture ou même en écriture depuis quelques temps. Donc c'est quand même, dans ce mode-là, garantir le temps de réponse est assez exceptionnel. Donc essayez pour vous en rendre compte, mais c'est assez bluffant les premières fois. Ouais, et puis 10 millisecondes, finalement, il y a souvent des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une base de données classique et puis ils mettent un serveur de cache type Redis pour avoir ce temps-là. Et finalement, là, on l'a avec sa base de données, on n'a pas de composants supplémentaires à utiliser. Non, et puis il y en a maintenant qui commencent à utiliser Cosmos DB comme un serveur de cache parce que les temps de réponse sont faibles. Donc ça évite de rajouter des services supplémentaires. Donc c'est assez pratique puisque on peut faire plusieurs collections, on peut partager le coût de Cosmos sur plusieurs collections. Donc ça vaut le coup de regarder ce côté-là aussi. Et c'est pour ça qu'on retrouve Cosmos DB dans des usages d'analytics temps réel, même de machine learning. En fait, on pré-entraîne un modèle et on va stocker les données dans des clusters, par exemple, dans Cosmos DB. Et du coup, quand on fait de la recommandation en temps réel, par exemple sur des sites e-commerce, la recommandation, alors elle a été générée par de l'IA, mais elle provient finalement de Cosmos DB. Dans le domaine de l'IoT ou dans le domaine du jeu, c'est vrai que c'est Cosmos DB, on se retrouve souvent sur ce type d'applicatif. Bah, ça coûte pas cher en fait de stocker de la donnée dans Cosmos puisque en fait on va payer du stockage, c'est pas la chose qui coûte le plus cher dans le cloud. Et nous tout ce qu'on paye en fait c'est la capacité à Cosmos d'être requêté. Donc si on a beaucoup de données et très peu de requêtes, finalement en fait on a un espace de stockage avec des données précalculées qui est assez impressionnant.
Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Cosmos DB vient entre guillemets en deux versions. Il y a la version classique, qui est la version provisionnée. C'est celle justement sur laquelle on peut vous garantir les temps de réponse, puisqu'on va provisionner une capacité en fonction de vos besoins de requêtage. On va en reparler un petit peu plus en détail après. Puis il y a un deuxième mode, qui est le mode serverless, où là, vous allez payer à la requête, à l'exécution de la requête. Ça veut dire que si pendant un mois, vous n'utilisez pas votre base de données, ben, vous payez que le stockage, quelques centimes sur une petite base. Et puis si vous avez quelques requêtes, ben là, vous allez commencer à payer. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais une session juste après cette table ronde sur la data, où je traite 1 million, j'exécute 1 million de fois un processus métier qui utilise Azure Function et Cosmos DB, et ça me coûte 4,52 € pour 1 million d'exécution de processus métier. Ouais, sachant que si on est en provision, je crois que c'est 400 la limite basse. Alors non, justement, c'est vrai. ça a changé. Je voulais revenir. Alors j'introduisais le tiers serverless pour vous parler d'une nouveauté parce que tu parlais de stockage. Jusqu'à présent, le tiers serverless de Cosmos DB était limité à 20 gigas par conteneur, ce qui est pas mal, mais bon, en même temps, si on est sur Azure et qu'on passe un peu à l'échelle, 20 gigas, c'est vite rempli. Bon, on a légèrement bougé le curseur. La limite, elle est passée de 20 gigas à 1 Tera de stockage. Donc, par conteneur. Donc, on peut avoir plusieurs conteneurs, bien évidemment. Oui. Et justement, tu évoquais une fonctionnalité, enfin, tu allais évoquer une fonctionnalité très intéressante qui est la fonctionnalité d'autoscaling. Oui. Donc, en fait, en tiers provisionné, vous pouvez faire de l'autoscale. Ça veut dire que vous pouvez dire je mets mon Cosmos DB à 400 RU. RU, c'est Request Unit, c'est une unité en fait pour dimensionner son Cosmos DB. Et avec l'autoscale, en fait, vous allez pouvoir scaler automatiquement jusqu'à 10 fois cette valeur-là. Donc, en temps normal, vous payez pour 400 RU, et puis c'est lundi matin, il y a un pic d'usage, ça va pouvoir remonter à 4000 RU sans changer votre code, sans avoir personne qui va dans la console Azure pour bouger le slider. C'était fatigant, ça. C'est fait de manière automatique. Et puis dès que c'est fini, le slider redescend tout seul. Et une des annonces que l'on a fait, c'est qu'on a baissé ce tiers, cette limite de 400 RU qui était la limite basse, on l'a passé à 100 RU minimum. Donc on peut avoir un autoscale de 100 à 1000 RU. Donc ça fait à peu près 5-6 € par mois, je crois. Je crois que ça fait 8 $ par mois. Et moi, ce que j'aime bien faire en termes de comparaison, ça veut dire que pour moins de 20 € par mois, on peut avoir une base de données multimodèle, multimaster, répliquée sur 2 régions, avec un SLA de disponibilité de, je crois, 99,99, ce qui doit faire 5 minutes d'interruption un truc comme ça, par an, je crois, c'est rien du tout, pour 20 € par mois. Donc, Donc ça vaut le coup de regarder ce modèle de stockage. Tout à fait. Alors, Cosmos DB, là, on parle un petit peu prix, on donne quelques exemples. On a des prix qui sont extrêmement bas. Moi, j'ai déjà eu des clients qui ont eu une grosse surprise. Ils sont passés à Cosmos DB, ils ont eu une très très grosse facture. Je pense que tu sais pourquoi ces gens-là ont eu une grosse facture. En fait, ça vient un peu de notre biais, de notre façon de travailler. C'est que pour stocker de la donnée dans des bases documentaires, on ne va pas penser la donnée de la même façon. Si vous faites des bases de données relationnelles, vous avez un débat sur votre petite épaule qui va vous dire faut normaliser, il faut tout découpler. Tandis que quand on est dans des bases documentaires, on va plutôt tendance à dénormaliser, à gérer la consistance plutôt au niveau de l'application plutôt que dans la base de données, ce qui fait qu'on ne va pas manipuler, requêter la donnée de la même façon. Et c'est quand on essaye de normaliser, de tout découpler, qu'on fait plein de requêtes pour faire récupérer la même donnée que ça se passe mal. Oui, donc finalement, pour tirer pleinement parti de Cosmos DB, il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne, prendre le temps d'aller dans la documentation, de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a notamment un concept qui est très important, c'est le concept de partition. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les bases relationnelles parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon. Les bases de type documentaire, pour qu'elles puissent scaler, elles vont découper votre donnée dans plusieurs blocs. C'est ce qu'on appelle des partitions. Et Cosmos DB, ce qu'il va faire, c'est quand il commence à avoir beaucoup de données, il va séparer les partitions physiquement sur des serveurs différents et il va diviser notre capacité sur chaque serveur. Ce qui fait qu'en fait, si vous avez du 100 RU, le truc de base, et que vous avez énormément de données, et que en fait, Cosmos va créer deux partitions physiques qu'on ne peut pas contrôler de toute façon, et il va donner 50 RU de chaque côté. Et ce qui peut se passer, c'est que si vous avez des partitions qui sont plus utilisées que d'autres, on appelle ça des partitions chaudes, et le portail de Cosmos nous les donne en plus. Donc,
on le voit. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au lieu d'utiliser 100% de votre capacité, en fait, vous allez utiliser le petit bout de la capacité que Cosmos vous lui avez alloué. Donc, vous allez gaspiller beaucoup d'argent, puisque une grosse partie de la capacité que vous payez, en fait, elle sera sous-utilisée. Et donc, notre travail, quand on design des bases documentaires, c'est bien calculer cette clé de partition pour que, en fait, la charge de requêtage soit faite sur toutes les partitions logiques et sur cette clé de partition. Et sinon, c'est vrai que ce qu'on a tendance à faire, c'est que comme l'appli ne marche pas, on monte le slider. Du coup, ça monte la facturation, alors que la solution, c'est de changer son design. Exactement, parce que si on n'a qu'une seule requête pour récupérer toutes les données qu'on veut, par exemple, imaginez que vous êtes sur un site e-commerce et que vous avez une requête pour récupérer le design, les détails du produit, une requête pour récupérer les recommandations, une autre pour récupérer les promos. En fait, vous avez fait peut-être 3, 4, 5, 6 requêtes. Donc ça se rapproche un peu du modèle relationnel où vous faites des jointures. Vous avez fait 5, 6 requêtes à Cosmos, tandis que si vous aviez qu'un document qui contient toutes ces données-là, finalement, vous faites qu'une requête. Et là, en plus, on vous garantit les temps de réponse. Donc, sur un site e-commerce, c'est quand même bien pratique d'avoir des temps de réponse faibles. Vous pouvez avoir une page qui se charge plus rapidement. Mais ça vous oblige à redesigner votre donnée. C'est pour ça qu'il y a des clients qui vont avoir des bases relationnelles plutôt côté back pour gérer la consistance et puis un modèle différent pour adapter à de la lecture multiple sur du front avec des bases documentaires. Donc, pensez plusieurs modèles de base aussi. C'est peut-être ça aussi la solution pour nos applications. Alors, il y a une chose que tu citais qui était intéressante, c'est que tu parlais de différents types de données. Et c'est vrai que donc, dans Cosmos DB, on crée une base de données Cosmos et l'unité qui est en dessous, c'est le conteneur qui ressemble, on dit grossièrement que ça ressemble à la table, si on veut parler en mode relationnel. Mais finalement, ça n'a rien à voir. Et justement, l'une des capacités de ces bases documentaires, c'est d'avoir au sein du même conteneur, donc de la même table, finalement des documents qui sont très différents. C'est l'avantage, c'est qu'on va plutôt essayer de regrouper les documents par partition, par clé de partition, avec des données de formats différents, puisqu'en fait, il n'y a pas de schéma dans des bases, donc on peut stocker vraiment ce qu'on veut à l'intérieur, quel que soit le format, du moment que c'est du JSON et qu'on a la clé de partition, un ID. Cosmos nous impose 2-3 propriétés particulières, mais après, derrière, on met les champs que l'on veut, et c'est à nous, côté code, finalement, d'aller récupérer la donnée et d'aller la transformer pour la récupérer dans le format que l'on veut. Et alors justement, pour ça, il y a souvent un champ que l'on rajoute qui est le discriminateur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est un champ qu'on va rajouter, qu'on va lire au tout début, qui permet des fois de requêter, de faire un filtre et de dire, voilà, on va typer dans un sens les documents pour que quand on veut récupérer un document d'une partition, imaginons par exemple qu'on a des communes et on a un document qui est les habitants. Bon, on va typer ce discriminateur sur les personnes. On peut avoir des fontaines, des places de parking, mais voilà, la clé de partition, ça sera la même, ce sera l'ID de la commune. Et ben, on pourra récupérer tous les habitants de la commune avec la clé de partition et ce discriminant. Et comme ça, on pourra tout mettre dans le même conteneur, on va partager la charge et toutes les données seront au même endroit. Ce qui fait que si on veut récupérer toutes les propriétés de la commune, eh ben, on récupère juste sur la clé de partition et on récupère tous les types de documents. Donc c'est assez bizarre les premières fois qu'on joue avec ça. Et justement, tu as créé, je crois, un petit projet open source pour aider le dev. Tout à fait. À force de faire des projets sur Cosmos, on se rend compte qu'on fait les mêmes choses. On rajoute ce discriminant et j'ai créé une lib qui est sur GitHub sur .NET qui permet en fait de cacher ça et en fait qui rajoute automatiquement le discriminant dans les opérations, que ce soit dans les opérations d'écriture, de lecture, de requêtage, puisqu'on a link sur le client Cosmos.NET et en fait qui cache un peu cette complexité-là aux développeurs et en fait ça le fait pour nous. Alors, tu parlais de l'expérience de dev, on est un build, donc parlons quand même un petit peu de comment on utilise cette base de données en tant que dev. Donc là, tu as cité le SDK Cosmos DB, qui est fourni pour .NET bien évidemment, mais pour d'autres langages aussi, de mémoire Java, Python, Node.js. Ouais. Je crois qu'il y a Go qui va arriver, je crois. C'est possible. Ouais. Donc déjà, voilà, Cosmos DB peut s'utiliser depuis un grand nombre de langages. Après, il y a aussi une API REST, si vous voulez vous faire plaisir. Vous faire plaisir, exactement. Mais par exemple, si vous êtes dans l'environnement de .NET, Entity Framework supporte aussi nativement Cosmos DB et il y a ces fameuses fonctionnalités de génération automatique du discriminant, d'associer une entité dans notre modèle objet à un conteneur dans notre modèle documentaire. C'est un bon outil pour faire la transition d'outils pour changer de paradigme de base sans avoir à trop changer sa façon de travailler. Et d'ailleurs, sur ce sujet, un des
conseil ou une des choses moi que je vois sur les projets clients, c'est que c'est pas forcément Cosmos DB un choix blanc ou noir. On peut très bien avoir une base de données SQL, Azure SQL ou PostgreSQL pour une partie des données et avoir une autre partie des données dans notre application qui sont stockées sur Cosmos. Parce qu'on a besoin de ce besoin en temps réel ou de scalabilité qu'on n'a pas forcément besoin sur le reste, Tout des à données. fait. Bah, des fois, des données référentielles qu'on va importer d'autres systèmes, ça ne sert à rien de les mettre dans une base relationnelle, surtout qu'on va faire que de la lecture dessus, puisque l'écriture, elle est faite par des batchs. On les met dans une base Cosmos DB. Les requêtes sont rapides, l'indexation est aussi gérée automatiquement pour nous. Et derrière, c'est des bases qui est faites sur beaucoup de lectures et moins d'écrivains que de lecteurs. Donc, c'est exactement fait pour ce genre de type de données. Ok. Alors, je suis dev, je veux me lancer dans Cosmos DB. Il y a une façon simple, c'est d'utiliser l'émulateur Cosmos DB. C'est tout simplement un conteneur Docker pour l'exécuter sur son poste. On peut même l'utiliser avec GitHub Codespaces ou Visual Studio Remote Development Extension. Donc ça vous permet d'avoir une version de Cosmos DB. C'est un émulateur, donc c'est pas tout à fait, le service réagit pas tout à fait de la même manière. Notamment, on va en parler sur la partie réplication. Mais ça vous permet quand même de tester pas mal de choses. Une des annonces que l'on a fait à Microsoft Build, c'est que jusqu'à présent, cet émulateur ne supportait que l'API SQL. Il va désormais supporter aussi l'API MongoDB, qui est une des autres API qui est supportée par Cosmos. Et puis ensuite, vous avez un tiers gratuit qui existe sur Azure, qui est de mémoire de 1000 RU et 20 gigas de stockage, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça vous permet quand même de faire des petites applications avec ce tiers gratuit. Ouais. L'émulateur bien pratique pour faire des tests. Exactement. Puisqu'on peut les embarquer dans des pipelines de déploiement, c'est comme ça que je teste ma lib. C'est vraiment, on démarre l'émulateur, on teste, et puis comme si on avait une vraie base de données, et puis après on le détruit, quoi. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on utilise le SDK Cosmos DB, et la meilleure manière, c'est bien de mettre sa chaîne de connexion. Hein. Oui, bien sûr, oui. Alors, oui. En dur dans le code. Tout à fait, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de Cosmos, il fallait avoir une chaîne de connexion pour pouvoir aller lire ou écrire dans la base. Et depuis l'année dernière, je crois, on peut utiliser des identités Azure pour se connecter. Donc, laisser tomber la chaîne de connexion, passer par des identités, si possible, des managed identités. Comme ça, vous n'avez pas à gérer les secrets. Mais voilà, c'est plutôt le mode maintenant qu'on a pour utiliser la Cosmos DB. Et alors, un petit mot sur les managed entities, parce que c'est plutôt un concept d'infra, donc en tant que dev, c'est pas forcément quelque chose qui vous parle. En fait, l'idée de la managed entity, c'est que le service qui va héberger votre code, ça peut être Kubernetes, ça peut être Azure Web App, etc. En fait, c'est lui qui va porter l'identité, c'est-à-dire au lieu de mettre dans les paramètres, dans un fichier de configuration, dans une variable d'environnement, la clé d'accès à Cosmos DB, eh bien, en fait, c'est Azure qui va injecter finalement une identité. Et donc, il n'y aura que le service Azure, même si quelqu'un a récupéré le code source de votre application et tous les paramètres de votre application, tous les variables d'environnement, il ne pourrait pas accéder à la base de données. L'identité est portée par la ressource Azure qui fait tourner votre code. Mais on peut faire plus que ça avec le RBAC, maintenant aussi dans Cosmos DB. On peut filtrer. On n'est pas obligé de donner l'accès à toute la base. Donc, par exemple, si j'ai une application d'analytics, on en reparlera dans un moment, je peux lui donner accès qu'à quelques collections de ma base Cosmos DB, et puis à une autre application qui a un front, lui, je peux lui donner accès à l'ensemble des conteneurs, par exemple. Alors, Cosmos DB, c'est à la fois une base qui est très intéressante quand on a des besoins de scaling, quand on a des besoins de performance, mais qui a aussi un certain nombre de fonctionnalités qui sont intéressantes pour les devs, pour en fait nous simplifier la vie à nous et qu'on ait moins de code à écrire. Alors parmi ces outils-là, moi un outil que j'aime beaucoup, c'est l'intégration avec Azure Functions. Donc par exemple, si je veux depuis Azure Functions stocker un document dans Cosmos DB, j'ai juste à configurer l'output, à faire return mon objet, et c'est tout. Oui, c'est assez pratique. Et puis l'autre sens, je trouve encore plus intéressant. Et justement, il y a un autre sens dont tu voulais parler. Oui, je voulais parler du change feed. On a la possibilité directement de se mettre derrière la base Cosmos DB. Cosmos DB nous alimente de tous les changements qui s'est passé sur les documents. On n'a pas besoin d'aller requêter la base. Donc imaginez, vous avez des messages qui arrivent sur votre base Cosmos et derrière vous voulez faire vous envoyez
des événements sur d'autres parties de l'application, envoyer des mails quand vous avez des documents qui sont postés. Et en fait, avec le change feed, on va pouvoir mettre une fonction et dès qu'il y a un document qui va être créé, modifié, la fonction va démarrer avec le document. Et donc derrière, vous pouvez réagir sur les changements dans la base. Donc on peut revenir dans le passé, rejouer les changements. Donc c'est assez impressionnant. Ça permet de penser réactif plutôt que de penser batch et pooling dans nos applications, ce qui fait que généralement le mode réactif est celui qui coûte le moins cher dans le cloud que le pooling. Donc ça permet encore plus de résoudre les coûts, surtout si on est sur mode serverless sur les fonctions. Donc on gagne encore en coût, quoi. Oui, tout à fait. Et là aussi, il y a des scénarios qui sont très intéressants avec Cosmos DB et le change feed des Azure Functions. Par exemple, vous pouvez, quand il y a un changement qui est fait par n'importe quel applicatif dans une collection Cosmos DB, déclencher une Azure Function qui, au lieu d'envoyer un message ou un email, comme tu l'as indiqué, mais en fait, va faire du socket, du WebSocket. Ou du signalaire. Ouais. Voilà, WebSocket ou signalaire, on a les deux. Et du coup, par exemple, rafraîchir la page, envoyer une donnée sur le traitement de... Moi, je m'en suis servi pour faire du backup, du compte de stockage. Ok, ouais. Avant qu'il y ait des backups en ligne, c'est pratique. Et puis aussi, des fois, vous avez besoin de 2 clés de partition. On est un peu embêté. Là, je crois qu'il y a les partitions synthétiques qui vont... Il y a quelque chose comme ça qui est dans la boîte. Ouais. Mais des fois, on a besoin de 2 clés de partition. Je parlais des communes tout à l'heure. Peut-être qu'on peut avoir les régions. Donc, ce que je faisais, c'est que dès que j'avais un document qui était mis dans une base, la fonction en fait remettait dans une autre base qui a une autre clé de partition. En fait, c'est exactement le même document, mais je travaillais sur une autre colonne, et ce qui fait que je requêtais la base en fonction de la partition qui m'intéressait. Donc, c'est plutôt sympa. Sur ce sujet-là, j'avais fait un autre scénario avec Azure Storage et une fonctionnalité assez méconnue. Enfin, deux fonctionnalités assez méconnues du stockage blob d'Azure. La première, c'est les blob append only, qui, comme son nom l'indique, en fait, on ne peut faire que écrire une ligne de plus, mais on ne peut pas modifier les lignes existantes. Et la deuxième, c'est les immutability policy, donc qui permettent en fait de verrouiller un document, soit dans le cadre, par exemple, alors le cas d'école, c'est vous faites un logiciel pour les avocats, il y a un procès qui est en cours, et en fait on veut bloquer toute la modification de documents jusqu'à la fin de l'événement. Donc en fait vous allez créer une immutability policy que vous allez lever à un moment que vous voulez. Et l'autre type d'immutability policy, c'est sur la durée. Par exemple, vous dites, ben voilà, sur ce conteneur de stockage, eh bien, personne ne peut supprimer le document pendant une durée, par exemple, de 1 an, y compris l'administrateur de la souscription Azure. Et on ne pourra pas supprimer la souscription Azure si on est dans un Enterprise Agreement tant que tous ces documents n'auront pas purgé leur temps. Et du coup, en fait, on peut faire une chaîne d'audit de ce qui se passe dans Cosmos DB. Cosmos DB qui génère le change feed, une petite Azure Function qui écrit sa log d'audit dans le storage account qui a l'immutability policy. Et ça, on est capable de le faire en 10 minutes de code. Bah alors, généralement, on ne le fait pas en démo parce qu'après, c'est un peu galère pour nettoyer les souscriptions. Exactement. Mais oui, c'est super pratique. Voilà, vous voyez le change feed comme un outil pour travailler sur la donnée qui a été insérée, pour éviter de le faire côté applicatif. Comme ça, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui peuvent écrire dans la base, mais qu'un seul point pour pouvoir traiter la donnée qui est insérée. Alors là, on parle un petit peu d'architecture réactive et il y a plein de choses, mais bon, on peut avoir des besoins de faire des choses plus en mode batch, par exemple importer une grande quantité de données pour initialiser une base Cosmos DB. Là aussi, on a quand même des outils pour pouvoir le faire. Oui, on a plein de choses. On a un mode batch qui permet d'insérer des documents en masse, parce que par défaut, l'API, c'est bien pour insérer quelques documents, mais on ne va pas faire un appel HTTP par document, donc on peut insérer les documents en masse. Et puis des fois, on a besoin de modifier plusieurs documents simultanément. Donc on a un mode transactionnel qui permet de faire plusieurs opérations simultanément et de faire en sorte que tous les documents de la transaction soient mis à jour, supprimés, ajoutés de façon atomique comme une base relationnelle. Parce que même quand on essaie de faire notre mieux dans des bases documentaires, des fois on a besoin de mettre plusieurs documents à jour simultanément. Alors en général, qui dit data dit qu'il y a quelqu'un qui veut l'utiliser et probablement quelqu'un qui va avoir un rapport ou un camembert sur les données qui sont stockées dans cette base. Et on l'a dit, Cosmos DB, en fait, on paye à la requête. Et plus on a une requête qui est complexe, plus en fait le coût de la requête
en RU, ces fameuses request units, va augmenter. Donc du coup, si on a à requêter des documents complexes, alors Cosmos DB fait de l'indexation, c'est-à-dire que par défaut, tous les champs des documents sont indexés. Mais bon, on peut vite se retrouver avec un goulot d'étranglement si, 20 h le soir, on commence à faire le batch pour la journée, pour le site e-commerce, on a encore des clients dessus. C'est pas la base faite pour faire des agrégations, quoi. Voilà. Mais pourtant, on peut avoir ce besoin-là. Et pour ça, on a une fonctionnalité qui est en GA maintenant. Synapse. Link. Qui va nous permettre en fait de travailler la donnée, de prendre Cosmos comme une source de données et pouvoir derrière le traiter à l'extérieur dans des batchs pour pouvoir vraiment mettre la donnée au bon format pour les personnes qui ont besoin de ces camemberts. Et alors là, ce qui est assez exceptionnel, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Parce que là, vous dire, ah bah oui, on a fait un truc, boum, c'est magique, on fait des requêtes sur Cosmos. Bon, ça a en apparence rien de magique. Synapse, c'est l'environnement d'analytics cloud de Microsoft. Donc, en fait, vous allez pouvoir écrire des requêtes SQL distribuées ou faire du Spark pour faire de l'analytics distribué. Mais en fait, Synapse Link, c'est pas juste finalement je mets la chaîne de connexion ou la managed identity entre Cosmos et Synapse. Ce qui va se passer derrière, c'est que vous avez en fait dans Cosmos DB un stockage transactionnel, et tu vas l'expliquer un petit peu tout à l'heure avec les partitions logiques et les partitions physiques, qui est optimisé pour la partie transaction. Et dès que vous activez Synapse Link, on va automatiquement créer un storage analytique qui est en fait en format column, en parquet, si vous connaissez. Et on va créer l'ETL au milieu pour, en temps réel, dès qu'il y a une modification qui est faite sur votre base de données Cosmos, venir l'enregistrer dans la partie stockage analytics. Mais tout ça, c'est totalement abstrait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de TL à déployer. C'est ce qu'on ferait si on devait le faire à la main, finalement. Oui. On s'abonnerait au change feed. Oui, on pousserait le document dans la data lake, et puis derrière, on aurait un ETL qui travaillerait les données. C'est gratos, quoi. Voilà. C'est du temps gagné. Et puis on est sûr que ça marche. Exactement. Et donc, activer l'analytical storage, ça a 2-3 implications dont il faut quand même qu'on vous parle. Le premier, c'est le coût. En fait, on va venir du coup dupliquer la donnée. On va la stocker une première fois dans le format transactionnel, dans le stockage transactionnel, et puis on va la stocker une deuxième fois dans le format analytique. Donc vous allez payer le stockage de ce analytics quand vous l'activez. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas payer double, puisque le stockage en format colonne est extrêmement optimisé, extrêmement compressé. Et donc, si vous aviez 10 gigas de données dans votre Cosmos DB, vous n'allez pas payer 10 gigas en plus de données de Analytics. Je ne peux pas vous donner de chiffres parce que ça dépend de vos données. Ça dépend des index aussi. Ça dépend des index, ça dépend d'un certain nombre de choses. Mais vous paierez moins, à moins que vous ayez vraiment que des données totalement uniques dans tous les médicaments. Mais bon, ça, c'est pas la donnée de toute façon qui va nous coûter le plus cher quand on fait de l'analytics. Oui. Et ça s'utilise avec Synapse Serverless, donc qui est une version serverless de Synapse qui vous permet d'exécuter des requêtes analytiques sur des gros volumes de données sans avoir à gérer et même à payer des clusters, type des clusters Hadoop. C'est une des démos de ma prochaine session. Je ne sais pas si on a eu des questions dans le chat. A priori, non, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Je crois qu'il y a une. Il y a quelques. Ouais, on pourrait parler aussi d'autres fonctionnalités qui sont plutôt cool pour les développeurs. Le patching, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on était obligé de mettre le document. Quand on voulait mettre à jour un champ, on était obligé de renvoyer tout le document en entier. Donc, on consommait de la bande passante pour rien, du RU pour rien. Et puis, quelque chose qu'on fait pas trop souvent, mais qu'en fait, on devrait faire systématiquement, c'est utiliser les champs qui permettent de gérer de la concurrence optimiste pour éviter que quelqu'un, si vous récupérez un document, en fait, on récupère un champ qui s'appelle l'e-tag, qui contient en fait une sorte de signature du document à la date où on l'a récupéré. Et quand on vous poussez la nouvelle version de ce document, vous pouvez l'envoyer l'information en disant je vais mettre à jour le document que si la version actuelle a toujours ce tag-là, ce qui fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui a modifié le document à votre place, et derrière, vous serez jeté. Ça veut dire que vous n'avez pas la version la plus récente de la donnée dans votre opération. Donc, ça peut éviter des mauvaises surprises quand on a deux personnes sur le même écran. Donc, faites aussi ça sur les bases relationnelles. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Donc, je vous invite à me retrouver dans quelques instants pour